Bonjour à toutes et à tous, salam alaikum. Monsieur le ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Monsieur le Wali de la région de l'Oriental, Monsieur le gouverneur de la province de Barkhane, Monsieur le directeur général de l'agence de l'Oriental et directeur national du programme de développement intégré pour la région de l'Oriental, Monsieur le représentant du PNUD, Mesdames et Messieurs. Je souhaiterais en premier lieu m'excuser de ne pouvoir être avec vous en ce jour important d'ouverture d'un projet qui l'est tout autant, un projet de coopération avec l'UNESCO, avec le bureau de l'UNESCO pour le Maghreb. Et voilà, je n'ai pas pu, pour des raisons diverses, être parmi vous, mais je tenais à partager avec vous ce moment. Alors, c'est un projet important qui nous réunit aujourd'hui, ce projet pour la sauvegarde et la valorisation du patrimoine culturel immatériel et matériel, et puis qui soutient aussi la créativité, l'économie créative, notamment pour les jeunes, dans la région de l'Oriental. Je tiens en premier lieu à remercier l'agence de l'Oriental de sa confiance, de cet accord qui a été établi, un accord auto-bénéficiaire, qui dans le jargon de l'UNESCO dit que c'est du financement propre, donc c'est quelque chose que nous valorisons parce que c'est assez rare, et donc il faut le souligner. Et puis je tiens aussi à remercier la province de Barkhane, donc, qui abrite cette réunion pour le lancement de ce projet. Je voudrais rappeler que la mission de l'UNESCO consiste à soutenir les États membres dans la sauvegarde du patrimoine culturel sous toutes ses formes, et puis bien sûr à promouvoir les industries culturelles, la créativité, en encourageant justement cette créativité auprès des jeunes. Rappelez aussi que les objectifs de la Convention de 1972 pour le patrimoine mondial, dont je rappelle d'ailleurs que nous célébrons les 50 ans cette année, ce qui est une date anniversaire extrêmement importante, et la Convention de 2003 sur la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel, que ces conventions contiennent des listes qui sont non seulement des indicateurs sur l'évolution de la mise en œuvre de ces conventions, mais aussi des portes d'entrée vers la sauvegarde du patrimoine de façon plus générale. En d'autres termes, les sites inscrits ou les éléments inscrits pour le patrimoine immatériel ne sont pas les seuls sites et éléments qui ont de la valeur, mais ils sont une locomotive pour une dynamique de sauvegarde qui est plus large. Rappelez aussi qu'il y a des sites sur ce qu'on appelle la liste indicative, par exemple, du Maroc, en lien avec la Convention de 1972, cette liste indicative qui contient par exemple l'oasis de Figuig, donc nous parlons de système oasien, donc un type aussi de bien qui n'est pas encore très bien représenté sur la liste du patrimoine mondial, mais aussi une référence potentielle dans le futur à d'autres types de patrimoine qui se trouvent dans la zone orientale. Je pense par exemple au patrimoine industriel, le patrimoine minier de Djerada. Et ça c'est important aussi par rapport au patrimoine vivant, le patrimoine culturel et matériel qui symbolise le patrimoine vivant, comme les Irernati aussi, qui est un élément potentiel du patrimoine culturel et matériel. Alors, les réunions effectuées dans les 5 provinces qui sont bénéficiaires du projet ont vraiment montré que l'intervention sur la sauvegarde et la valorisation du patrimoine culturel est une priorité absolue. Cela rejoint en cela les orientations qui existent dans le cadre de la coopération bilatérale qui existe entre l'UNESCO et le Royaume du Maroc. Et en ce sens, l'action au niveau des régions et au niveau local est très très importante puisqu'elle vient soutenir les stratégies justement qui sont établies au niveau national. Et donc en tant qu'UNESCO, nous ne pouvons que nous en réjouir. Alors par rapport aux actions, le renforcement des capacités des acteurs concernés par le patrimoine culturel est en effet quelque chose de central et nous nous réjouissons justement que ça soit intégré dans ce projet par rapport à la question justement de la gestion notamment des sites qui sont reconnus comme étant de valeur importante au niveau local et puis potentiellement, pourquoi pas dans le futur, pouvant être proposés pour inscription sur les listes de l'UNESCO. Et puis il y a dans le projet quelque chose qui est en lien avec la musique, qui est un sujet extrêmement important aussi, donc ça rejoint d'ailleurs un projet qui a lieu à l'échelle nationale par rapport à la musique du point de vue économique, c'est-à-dire qu'au-delà de la dimension patrimoniale et récréative de la musique, qui sont 2 éléments très importants, il y a la question de l'économie. Donc s'intéresser à la chaîne de valeur, s'intéresser au développement économique, à l'investissement dans ce secteur est quelque chose vraiment que nous souhaitons souligner car il est extrêmement important. Et puis, on ne peut pas non plus faire l'économie d'un rappel par rapport à l'impact de la crise sanitaire que nous vivons encore, qui dure maintenant, cela fait 2 ans, voire un peu plus. Et il y a eu un impact majeur sur la culture. Au niveau mondial, on a pu le voir, tous les rapports qui ont été faits dans le cadre du suivi de la pandémie de la Covid-19 par l'UNESCO ont montré que vraiment cette pandémie a fait des ravages. Quelques exemples, presque 90% des sites du patrimoine mondial dans le monde, à l'échelle globale, ont été fermés partiellement ou totalement au plus fort de la pandémie. Les musées aussi ont été très sérieusement impactés.
On est dans des chiffres aussi équivalents, 90% pratiquement des 95 000 musées du monde ont été fermés, et ce qui est encore plus dramatique, c'est que 13% de ces musées ne rouvriront jamais, selon les éléments que nous avons. C'est quelque chose de dramatique, puisque nous sommes arrivés à des situations où même des artistes ont dû arrêter leurs activités, et certains, puisque j'évoquais la musique il y a un instant, on sait que certains artistes dans plusieurs pays, malheureusement, ont dû vendre leurs instruments de musique pour pouvoir survivre. Donc la situation est assez dramatique, et c'est vrai que ce type de projet vient à point nommé, puisqu'il permet de mettre l'accent sur la culture, sur son rôle dans le développement, et à quel point il est important justement d'investir dans la culture, d'investir des efforts, mais d'investir aussi de l'argent. Et c'est bien sûr le rôle des institutions de l'État, le rôle des institutions publiques, etc., mais aussi le fait de faire une sorte d'appel d'air pour que le secteur privé aussi puisse s'associer à ces efforts de redressement. Et on sait que, selon le travail qui a été fait au niveau de l'analyse de l'impact de la pandémie, le secteur de la culture mettra du temps à se relever. Mais il se relèvera, et c'est pour cela que nous croyons beaucoup en ce type de projet. Et d'ailleurs, 2022 est aussi l'année de la tenue de la grande conférence internationale de l'UNESCO sur la culture, qui s'appelle Mondiacult, qui aura lieu en septembre prochain au Mexique, et pour laquelle d'ailleurs une série de consultations régionales ont été engagées. Celle pour les pays arabes est en cours de préparation. Elle aura lieu le 16 et 17 février. C'est une consultation qui est préparée donc par l'UNESCO avec un comité de pilotage constitué de 3 États membres au niveau de la région. Et à l'instar de ce qui s'est passé pour les autres régions, il va y avoir toute une série de thèmes qui vont être abordés en lien avec la question des politiques culturelles. Et les politiques culturelles sont quelque chose de fondamental par rapport à la réalisation des objectifs de développement durable à l'horizon 2030. Comme vous le savez, il n'y a pas d'objectif spécifique sur la culture. D'aucuns le déplorent. D'autres disent que ça n'est pas grave car la culture est quelque chose de transversal. Et en effet, en tout cas de notre point de vue en tant qu'UNESCO, nous pouvons constater que la culture a 13 points d'entrée sur les 17 objectifs, c'est quand même beaucoup, par rapport donc justement à l'accomplissement du programme de développement durable à l'horizon 2030. Donc Mondiacult va s'intéresser à ça, aux politiques publiques en matière de culture, et il y a effectivement un paradoxe que nous avons constaté, c'est que bien que beaucoup de pays dans le monde soient très dynamiques sur le plan culturel, on peut le mesurer au nombre de festivals par exemple organisés, au développement de l'infrastructure pour les activités culturelles, pour l'économie créative, au nombre de musées, etc. Et bien, ça n'est pas pour autant que ces pays ont une politique culturelle. Une politique culturelle, c'est encore une étape supplémentaire, la transcription d'une vision au plus haut niveau d'un État, qui s'accompagne bien sûr d'ajustements sur le plan institutionnel et juridique et de l'ensemble de l'accompagnement qui est fait par les institutions de l'État et de tous les acteurs finalement du développement dans les pays. Donc c'est quelque chose d'important, en tout cas je tenais à le souligner, et puis la question locale évidemment, cette appropriation au niveau local de ces politiques publiques est absolument fondamentale. Voilà, donc je souhaitais partager avec vous ces éléments de réflexion, en m'excusant encore vraiment de ne pas avoir pu être parmi vous pour cette ouverture, et je souhaite vraiment plein succès à ce projet et donc le lancement qui est imminent. Voilà, en remerciant à nouveau tous ceux qui ont rendu cette initiative possible. Merci.